J'attends juste le message. Non, c'est bon, c'est déjà en cours. Ça va. Registre déjà. Ouais, voilà. Ça marche déjà. Donc, je sais pas, là, vous êtes, ceux qui sont présents, vous avez déjà commencé à lire Chanson douce, n'est-ce pas? Honnêtement, je lis un tiers de livre. Ah, d'accord. OK. Parce que, pardon, d'accord. Parce qu'en fait, c'est un roman, à mon avis, euh, assez intéressant, mais aussi la structure de ces romans, elle est assez traditionnelle. Ça ne pose pas trop de problèmes, mais ça nous permet quand même de penser, comme nous avons commencé à discuter début février, à propos de la structure ou des aspects structuraux du roman. C'est un roman qui nous permet de parler avec facilité de narrateur, personnage, espace, temps, quoi d'autre, l'intrigue ou l'histoire, parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux, euh, d'enjeux structuraux, je dirais. Peut-être il y a ce, comme on va voir aujourd'hui, je vais lire et commenter avec vous le début du roman, cet aspect qui n'est plus une surprise, j'espère, maintenant que le livre commence d'une certaine façon par la fin. On commence la scène d'ouverture, c'est plus ou moins, euh, si on pense à la chronologie de ce roman, c'est comme si on commençait par la fin ou presque la fin, comme on verra à la vraie fin du livre. Euh, mais en même temps, au niveau de la chronologie, à part, à l'exception de cette première scène, le fil de l'histoire suit la chronologie temporelle des faits. Donc, ça nous permet, il y a certains enjeux sociaux, je dirais, au niveau, comme on discutera pendant les prochaines semaines à propos de ces romans, comme la place de la femme dans la société, euh, une espèce de, je vais appeler lutte des classes, mais ce n'est pas vraiment cela, mais aussi sinon une lutte des classes mise à jour, parce que on ne va pas parler de euh, employés et employeurs ou capitalistes et prolétariat, ce n'est pas les termes de notre discussion ici, mais cela nous permettra de discuter euh, d'autres, certains aspects de notre société contemporaine avec des personnages euh, proches, je dirais proches à nous, en quelque sorte. Et donc, je vous ai demandé, comme un premier exercice, de regarder une interview avec Leila Slimani. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder cette interview. Peut-être je ne vais pas discuter cette interview en détail ou à partir des questions, parce que, en fait, si vous avez regardé cette interview, je pense que on peut en parler. Mais sinon, je vais me servir de quelques éléments de cette interview avec d'autres interviews de Leila Slimani pour parler tout d'abord je dirais, de sa poétique. Ici, j'appelle le terme poétique comme ou tout d'abord, comment vous comprenez quand je parle de poétique d'un écrivain? Qu'est-ce que vous comprenez par cette expression-là? Vous avez quelque chose à dire?
Je regarde le chat ici. Bonjour. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à la poétique de l'écrivain? C'est la forme d'écrivain s'exprimer, sa forme propre, je pense, d'écriture. Oui, en quelque sorte, oui, mais mais c'est intéressant ce que tu dis, Alexandre, parce que la forme ou la forme d'écrire d'un écrivain, euh, ça peut nous mettre à côté de l'idée de style. Et poétique et style sont des choses euh, différentes, mais peut-être, comme tu as dit, tu as raison en partie, mais ton explication nous fait confondre peut-être les deux. Ah oui, oui. Confondre, oui, mais confondre, je dirais, dans un bon sens, dans ce que ces deux notions, les notions de style et des poétiques, ont en commun. Parce que, en fait, ce qu'on appelle les styles d'un écrivain, au sens commun, c'est ce qu'il y a de plus propre à un écrivain, à sa façon d'écrire, ou euh, surtout à la façon d'écrire. Moi, je dirais pas, je ne mettrais pas du côté du style les sujets abordés par l'écrivain, par exemple. Et on va voir, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil dans le fichier de Leila Slimani, et j'ai mis un petit livret à 30 pages. Alexandre, tu veux dire quelque chose? Non, quand je parlais, je pensais hors de style, mais la forme, les sujets, je pense que la poétique est plus grand que le style. Oui, d'accord. Oui, non, mais comme je disais tout à l'heure, c'est très intéressant ce que tu as dit parce que ça nous permet de parler des styles en même temps. Parce que euh, il y a toute une discussion sur le style en théorie littéraire ou critique littéraire aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une discipline, quand je faisais ma licence à l'UFMG, ça existait encore, mais moi je suis entré à la fac à l'UFMG en 2001 et c'était la transition vers un cursus nouveau dans lequel on avait beaucoup plus de liberté. Raison pour laquelle, par exemple, j'ai raison pour laquelle j'ai eu la possibilité de faire une licence presque en littérature, parce que je pouvais choisir entre littérature et linguistique ou langue portugaise, parce que ma licence est en portugais et pas en français, et raison pour laquelle aussi j'ai fait une partie du parcours français. Et donc, pour ne pas me perdre ici dans une digression, ce qui a été intéressant, c'est parce que le cursus du cours de lettres portugais, quand je suis entré à la fac de lettres à l'UFMG, il y avait ce cours, comme nous avons philologie, latin, etc. Il y avait une discipline qui était la stylistique, qui était une discipline euh, je dirais pas peut-être de base française, mais pas d'origine française, dans laquelle on étudiait quand même la théorie des styles des écrivains. Euh, et donc, quand on parle de style, on cherche ce qui existe de plus propre, de plus personnel d'un écrivain. Euh, et cette discipline de stylistique, elle avait quand même
pas un parcours historique, mais je dirais, on faisait l'histoire ou l'archéologie des études stylistiques. C'est-à-dire que on pouvait aborder le sujet du style d'une perspective historique de la langue, de la philologie par exemple, ou plutôt littéraire. Mais donc, quand on parle de ces caractères plus propres de l'écrivain, du style, ce serait intéressant d'utiliser comme les concepts de Chomsky de langue et discours, comme si le style, c'était le discours, c'est-à-dire la manière d'utiliser la langue d'un écrivain. Et comme tu as bien dit, Alexandre, c'est la façon d'écrire, la façon de dire de l'écrivain, du poète. Grosso modo, on ne va pas entrer dans d'autres discussions ici. Par contre, quand on parle de poétique, moi, je mettrais en relief plutôt quelles sont les règles, les normes que l'écrivain suit quand il se propose à écrire. D'accord? Donc, il y a une différence entre style, c'est-à-dire la particularité, la manière d'écrire de l'écrivain, et la poétique, les règles qui balisent sa façon d'écrire. Et ce qui est intéressant quand on pense à la poétique, c'est que si on a un écrivain plutôt lié à un mouvement, une école, un courant littéraire, peut-être ces règles données à l'écriture, elles viennent de l'extérieur, n'est-ce pas? Elles sont imposées par un moment historique, par l'entourage de l'écrivain. Par contre, aujourd'hui, moi, j'ai un peu, je crains de dire que, j'ai un peu peur de dire que il n'y a pas de mouvement, peut-être comme nous sommes, c'est toujours l'enjeu de parler de littérature contemporaine, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas très bien, on n'arrive pas très bien à bien séparer, à bien organiser tous les événements ou tous les faits littéraires qui viennent de paraître, n'est-ce pas? Parce que on les traite de manière un peu... on est trop proche de ces objets littéraires artistiques. Donc, c'est difficile à mettre ensemble ou à séparer Leila Slimani, Houellebecq et Annie Ernaux, pour donner les exemples des écrivains qu'on va étudier ici. Par contre, aussi, je dirais d'une tendance contemporaine, et peut-être c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, vous êtes libre pour ne pas être en accord avec moi, mais j'ai un peu l'impression, peut-être notre société, en quelque sorte libérale, démocratique, individualiste aussi, en quelque sorte. Là, je ne fais pas une critique à la société, juste une caractéristique de notre société. Cela permet peut-être aux écrivains d'avoir chacune, sa propre poétique, c'est-à-dire ses propres règles, normes d'écriture. Et en plus, ça peut varier d'un livre à un autre. Vous voyez, donc, je trouve très intéressant la contribution d'Alexandre ici avec cette idée proche à style, parce que peut-être le style était plus important avant, quand on était lié à un mouvement, à un courant, une tendance littéraire qui nous imposait des règles et des normes externes. Donc, il y avait ces jeux
entre le style personnel et la poétique imposée par les mouvements de manière externe. Et aujourd'hui, peut-être, comme je disais, je viens de dire, cette liberté que nous avons, elle fait rapprocher style et poétique, parce que le style, c'est ce qu'il y a de plus personnel chez un écrivain. Et par contre, si les normes, les règles d'écriture deviennent de plus en plus personnelles, nous avons ces rapprochements entre style et poétique, comme je disais tout à l'heure. Et je le dis toujours, juste pour rendre plus clair cette notion de poétique. Et c'est important aussi de remarquer que la poétique aussi est devenue aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais la poétique est devenue une espèce de discipline littéraire moderne. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Paul Valéry, le critique et écrivain français. Si vous avez, je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui a fait poésie avec moi le semestre dernier, mais j'avais choisi un livre de poèmes de Paul Valéry pour la dissertation. Juste pour vous donner un exemple, parce que chez nous, ici au Brésil, Valéry il est beaucoup plus connu comme critique littéraire et en quelque sorte théoricien de la littérature. Mais lui, il a été, si je ne me trompe pas, professeur au Collège de France, si je ne me trompe pas, avec cette discipline de poétique. Et juste pour fermer cette parenthèse, quand on parle de poétique en tant que discipline, il y a un mouvement contraire à faire. Quand on dit on va essayer d'établir ou d'expliciter la poétique d'un écrivain. Parce que, comme je suis avec l'exemple que j'avais en tête. La poétique d'Aristote, par exemple, c'est un livre dans lequel il observe je vais dire, les faits littéraires de son époque pour en retirer des règles générales. Donc, il va définir la tragédie à partir de l'observation des tragédies écrites à son époque. Vous voyez, il y a une espèce de déduction des règles à partir des tragédies vraiment écrites et présentées, mises en scène. Et par contre, il y a on peut avoir aussi un mouvement inductif, c'est-à-dire on établit les règles et il faut écrire à partir de ces règles. C'est plus ou moins les mouvements qu'on va retrouver dans les théâtres classiques français. Je ne sais pas si vous suivez les cours de théâtre avec Gloria ce semestre, mais j'imagine qu'elle touche à ces discussions-là aussi. Mais si on pense au théâtre classique français de Racine, Molière par exemple, il vivait un moment dans lequel il y avait cette célèbre querelle entre les anciens et les modernes. Les anciens qui défendaient qu'il fallait respecter les règles des anciens, comme d'Aristote par exemple, la poétique d'Aristote, et les modernes qui disaient qu'il fallait mettre à jour ces règles-là, parce que les temps sont différents, donc il faut proposer quelque chose de plus conforme au temps présent, n'est-ce pas, contemporain. Et pourquoi je dis ça? Parce que Aristote, par exemple, il a fait ces mouvements d'observer la production de son époque, ou un peu avant, et
déduire à partir de cette observation quelles étaient les règles générales de la composition, de l'écriture des tragédies. Le théâtre classique français a pris les règles d'Aristote et les a mises en pratique. C'est-à-dire, pour faire une tragédie ou une comédie comme Molière, il faut respecter les normes établies par Aristote et l'Antiquité classique. Mais la discipline poétique, je reviens donc après ce détour, la discipline de poétique, ce qu'elle elle préconise en fait, c'est l'idée, ce n'est pas d'établir des règles, des normes générales à tous les écrivains, mais de comprendre la façon d'écrire d'un certain écrivain. Donc, et raison pour laquelle je renforce l'idée, à partir de ce qu'a dit Alexandre, que peut-être style et poétique aujourd'hui se rapprochent. Parce que on va essayer dans cet exercice de poétique de décortiquer ou de décomposer ou de déduire à partir d'une œuvre écrite quelles ont été les règles utilisées par l'écrivain pour arriver à cette fin, à l'écriture d'une œuvre, d'une certaine œuvre, d'une œuvre déterminée. C'est clair, ça? Vous avez des questions par rapport à cette idée-là? Et je vous explique pourquoi je parle de poétique pour entrer dans la discussion de Leila Slimani aujourd'hui. Non, c'est bon? Donc, on avance. Donc, oui, j'entre là dans un autre point, qui est le fait d'étudier la littérature contemporaine. Comme je vous ai dit, parfois j'oublie ou je me répète, donc je m'excuse si je me répète encore une fois, mais le fait d'étudier la littérature contemporaine, il y a quelques éléments à considérer. D'abord, c'est en général, les écrivains sont vivants. Donc, ils ont, même si dans l'académie, dans l'université, dans la critique littéraire, on va dire que ce que l'écrivain pense sur son œuvre ne nous intéresse pas, mais en fait, ça nous intéresse effectivement. Donc, ce qu'ils disent nous intéresse et ça compte aussi pour la compréhension de leur œuvre. Cela ne veut pas dire qu'ils dominent ou qu'ils ils sont responsables par l'interprétation de leur œuvre. On est libre pour interpréter, on est libre pour ne pas être d'accord avec eux. Mais c'est-à-dire que leur discours sur leur faire littéraire compte, n'est-ce pas? Et c'est aussi une source de matériaux, une source d'idées ou peut-être, et surtout dans une société médiatique comme la nôtre, cette présence des écrivains dans les festivals, les fêtes littéraires, les journaux à la télé, etc. Et donc, vous allez voir, pour la plupart de ces quatre écrivains, peut-être, je vais encore chercher quelque chose si j'arrive à trouver des interviews télévisées avec Nathalie Sarraute. Par contre, Annie Ernaux-Houellebecq et Leila Slimani, ce sera les interviews télévisées ou sur Internet, peu importe, je vais dire les interviews médiatiques. Elles seront une source importante d'informations, n'est-ce pas? Et peut-être,
si en général, on va établir dans la critique un dialogue avec la critique spécialisée, la critique journalistique, et peu à peu, on construit cette, je vais appeler architecture critique autour de l'œuvre pour les écrivains contemporains, vivants. Les interviews sont toujours importantes, n'est-ce pas? Là, je justifie pourquoi aussi vous faire regarder, écouter cette interview avec Leila Slimani. Et d'une certaine façon, on peut partir de ce qu'elle dit pour entrer dans l'œuvre. C'est plus ou moins le parcours que je vous propose ici. Donc, quoi d'autre à propos de... et d'une certaine façon, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement ou personnellement dans les interviews médiatiques. D'abord, c'est le côté biographique de l'écrivain, parce que assez souvent, il parle de soi-même, il parle de sa formation, de son parcours, de ses opinions littéraires, politiques, sociales, etc. Et d'un autre côté, c'était deux aspects que je voulais remarquer. C'était le côté biographique de l'écrivain et l'autre côté, c'est le côté poétique. C'est qu'ils vont nous parler plus ou moins comment se passe comment ils mettent en marche leur procédé littéraire ou leur, je vais dire, la mise en marche de leur projet littéraire, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant à voir parce que comme je disais tout à l'heure, ça nous sert comme des balises pour la lecture, la compréhension. Mais comme je disais tout à l'heure, cela n'est pas une chemise, cela n'est pas une barrière, une prison à ne pas échapper au moment de la lecture, au moment de l'interprétation de ces œuvres. D'accord? Et laisse voir ici. Oui, en fait, au lieu de commencer par cette interview télévisée, je vais commencer par un petit texte. Je crois que oui, je l'ai mis sur Teams dans notre fichier sur Leila Slimani. C'est un petit article à 2 pages je vais partager l'écran ici avec vous. Et comme ça, j'ai souligné quelques parties et je vois ici, voilà, vous avez déjà mon écran ici. Donc, ici, nous avons, ça c'est la première page, carnet aléatoire, carnet culturel. Vous avez ici, je fais avec la main, mais ici, vous voyez mon curseur, les carnets culturels dans cette colonne rouge à côté. Et nous avons donc, c'est un texte journalistique, La vénéneuse chanson douce de Leila Slimani, écrit par Suzanne Gervais. Et donc, c'est un article à 2 pages. C'est une espèce comme je disais tout à l'heure, des critiques journalistiques, n'est-ce pas? Et cela, comme je disais, je viens de le dire, quand on étudie la littérature contemporaine,
parfois, nous n'avons pas le temps, ce n'est pas une question de ne pas avoir le temps, il n'y a pas encore eu le temps de se produire une critique spécialisée, approfondie, parce que c'est le temps de circulation même d'opinions, de critiques, d'interprétations sur les livres, parce que ce livre, il a été publié en 2016. Là, on est quand même à 5 ans de la publication de ce livre. Mais quand même, ce n'est pas facile de trouver beaucoup de choses. Et par contre, ce que j'aime dans cette critique, ce qu'on appelle la critique journalistique, c'est la rapidité de publication de ces opinions critiques. Et un autre caractère à remarquer, c'est le peu d'espace. Comme assez souvent, ça se publie dans des journaux, l'espace assez réduit, ça nous force aussi à émettre des opinions ou à des impressions de lecture, mais ces critiques, ils n'ont pas l'espace l'espace de développer ces idées. Donc, assez souvent, quand on lit un texte d'un bon critique journalistique, il y a plusieurs indices à parcourir ou à suivre dans la critique académique, n'est-ce pas? Parce que la critique, elle a ce côté personnel, je dirais, mais pas dans un sens personnel comme subjectif, vous voyez, personnel dans le sens unique d'un bon critique, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de percevoir, de voir des choses avec une astuce qu'on n'est pas, ou un lecteur moins bon, pour le dire simplement, n'est pas capable. D'accord? Donc, ce texte-là, il est... 2 secondes ici. Ouais. Ce texte-là, il est disponible sur Teams, dans notre fichier. Et j'ai souligné ici quelques parties que je voulais commencer à discuter avec vous. Et donc, voilà, je crois que vous voyez. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant d'entrer dans ce texte? Je vous sens un peu recueilli, un peu timide aujourd'hui. Non, ça va? Ok. Alors, donc je commence ici. Leila Slimani l'a compris, les nounous sont des personnages au potentiel romanesque incontestable. Comme je disais tout au début, je ne sais pas... Ouais, c'est bon. Cette information sur la nounou en tant que personnage à un potentiel romanesque incontestable sera discutée par Leila Slimani dans cette interview que j'ai partagée avec vous. Donc, c'est intéressant. Comme je disais, c'est toujours intéressant d'abord de la voir parce que c'est une écrivaine jeune. Je ne sais pas si elle a 40 ans ou quelque chose comme ça.
Donc, moi, je trouve intéressant d'écouter la voix de l'écrivain, de l'écouter parler de son travail, de comprendre, comme je disais tout à l'heure dans ces interviews médiatiques, ce côté biographique ou autobiographique de l'écrivain parce qu'elle parle de soi-même dans ces interviews. Ce n'est pas comme un récit autobiographique, mais l'interview médiatique, elle a un côté autobiographique. Et donc, elle parle un peu de son parcours professionnel, intellectuel, en tant que journaliste, etc. Donc, c'est intéressant. Là, je profite encore de l'idée de style apportée par Alexandre, parce que ça, c'est quelque chose à remarquer aussi dans la lecture du roman. Si le côté journalistique professionnel de la profession de journaliste de Leila Slimani n'intervient pas sur son style en tant qu'écrivaine au niveau du langage. À mon avis, oui, parce que je pense que son langage est assez objectif, direct, lucide, pas très subjectif, pas très psychologique. Donc, dans la suite, quand on verra Houellebecq, on verra un style assez différent d'exposition de l'intrigue, n'est-ce pas? Donc, cette idée de la nounou en tant que personnage potentiel ou au potentiel romanesque incontestable sera discutée dans l'interview médiatique. Mais ici, par, comment elle s'appelle, c'est Gervais, Suzanne Gervais, elle nous apporte cette idée-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de commencer déjà à penser, nous avons un personnage ou un des personnages principaux, c'est une nounou, une personne qui s'occupe des enfants pendant que les parents travaillent. C'est une profession, je ne sais pas si je peux l'appeler profession, mais peut-être une occupation, parce que ça n'exige pas plus de formation, mais plutôt, c'est un peu élitiste peut-être de parler comme ça, mais ça n'exige pas une formation spécifique. Peut-être aujourd'hui, dans un effort de professionnalisation de différentes occupations, on finit par la faire devenir une espèce une profession à part entière, je dirais comme ça. Mais c'est intéressant de prendre, et ça c'est une caractéristique du roman de manière générale, parfois de prendre quelque chose d'insignifiant et de mettre de zoomer cet aspect insignifiant et de le montrer en détail. Donc, vous voyez, la nounou, en général, on pourrait dire qu'il s'agit d'un personnage invisible, en quelque sorte, et ici, elle la transforme en un personnage visible, n'est-ce pas? Parce que, comme vous voyez, ici, la critique Suzanne Gervais voit la capacité à Leila Slimani de mettre en relief un personnage socialement indifférent. D'accord? Et quand je dis indifférent ici, je ne veux pas mettre en valeur ou retirer de la valeur à ces personnes-là. D'accord? Juste pour l'analyse, je dirais, pour la définition des contours du personnage.
Et ensuite, je suis ici, l'extrait souligné, avec une grande finesse sociale, Leila Slimani définit ses personnages par ce qu'ils font plutôt que par ce qu'ils disent. Elle montre une étrangère faire son nid dans une famille de bobos parisiens qui n'est pas la sienne et livre un presque huis clos au parfum des thrillers. Donc, vous voyez, comme je disais, cette caractéristique de la critique journalistique, de nous lancer, de nous balancer plusieurs informations et ne pas les développer comme on nous demande à l'université, n'est-ce pas? Donc, l'idée ici d'une grande finesse sociale chez Leila Slimani, c'est-à-dire la capacité à voir, ça c'est quelque chose à observer aussi, et peut-être c'est mon grand intérêt dans les romans, c'est cette capacité de lecture sociale qu'on retrouve plus dans les romans que dans la poésie, n'est-ce pas? Peut-être dans le théâtre aussi, le théâtre contemporain d'une certaine façon. Nous avons là, je sais que vous connaissez bien le travail de Gloria avec le théâtre. Et c'est vrai que là, elle met en avant le théâtre sous-saharien africain. Mais peut-être c'est quelque chose qu'on est capable de voir un peu partout quand même. Mais le théâtre contemporain tout court, comme les romans, peut-être ils ont cette visée un peu plus sociale ou peut-être pas forcément intentionnelle, d'accord? Mais comme les romans, on va voir qu'on va problématiser certains de ces aspects structuraux du roman. Mais c'est important de penser que à partir d'un roman, on est capable de voir une certaine représentation de la société. D'accord? Cela ne veut pas dire que l'écrivain, dans sa poétique, comme je disais tout à l'heure, en suivant ses propres normes personnelles pour l'écriture, pour la production du roman, a voulu donner cette visée sociale au roman. D'accord? Mais c'est quelque chose qu'on est capable d'en retirer. C'est ça le plus important. Mais ici, Suzanne Gervais, cette critique ici, nous pointe, nous indique la grande finesse sociale de Leila Slimani et qui définit ces personnages plutôt par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. N'est-ce pas? Donc, il faut faire attention aux actions des personnages pendant la lecture de ces romans. Et donc, c'est l'histoire d'une étrangère. Étrangère ici, plutôt dans les sens, pas dans les sens pas française pour les contextes, mais plutôt quelqu'un qui n'est pas de la famille. Étrangère en tant que cette différence que nous avons en portugais entre estrangeiro e estranho. Estranho, dans ce sens, quelqu'un qui est estranho à la famille, d'accord? Qui n'appartient pas à la famille, plutôt dans ce sens. Qui fait son nid dans une famille de bobos parisiens. Bobo ici, l'expression française, c'est le raccourci de bohème bourgeois, c'est-à-dire une certaine classe sociale parisienne. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de cette expression, bobo? Non? Oui. Oui, d'accord. Je vais voir si
j'arrive à retrouver. Il y avait une émission, peut-être vous connaissez la chaîne de télé Arte, c'est une chaîne franco-allemande assez intéressante. Et ils avaient une série d'animations hyper intéressantes qui s'appelait Carambolage. Et ils expliquaient certains phénomènes culturels. Et si je ne me trompe pas, il y avait un sur les bobos. Il y avait un super intéressant sur les hipsters. Et je crois que c'était dans celui-là sur les hipsters qu'il faisait la différence entre un bobo et un hipster. Et le bobo, c'est une classe sociale bourgeoise, je dirais, qui a une certaine, un certain pouvoir d'achat, un certain accès à l'éducation, à la culture, mais qui est en même temps un peu snob à cause de ça. Euh, et peut-être on peut ajouter à cette définition de bobo, je dirais une certaine incapacité de sortir de son lieu social. D'accord? Ce qui sera un peu important ici et qui est important aussi dans l'interview indiquée de Leila Slimani. D'accord? Comme elle le dit dans l'interview, si vous avez déjà, si vous l'avez déjà regardé, c'est bobo comme des jeunes avec des bonnes intentions, avec une bonne culture générale, une bonne éducation, mais qui n'arrive pas à sortir de sa place, qui n'arrive pas à avoir, oui, je vais dire un peu comme ça, qui n'arrivent pas à avoir de l'empathie envers les autres, comme si leur lieu social au monde n'était pas mis en question, d'accord? C'est-à-dire comme ils voient le monde comme si tout le monde était comme eux, n'est-ce pas? Comme si tout le monde était capable ou avait les conditions d'avoir un iPhone dernière génération, un ordinateur haut de gamme, la possibilité de voyager pendant les vacances. D'une certaine façon, c'est classe média. Et dans ce portrait, un portrait classe média soft, pour le dire en portugais. D'accord? C'est plus ou moins ce portrait-là. Donc, on suit ici, et donc un livre, et livre ici dans le sens, c'est un verbe, de livrer, de nous donner un huis clos, c'est-à-dire une ambiance, un lieu fermé dans lequel on est renfermé. Alors, nous livre un huis clos au parfum des thrillers, ici parce que, comme vous savez, le livre est une espèce d'enquête à propos des raisons pour lesquelles la nounou vise à tuer les enfants. D'accord? Voilà. Et encore, la place des nounous est également sondée. Ces femmes endossent le rôle de mère, elles assument le rôle de mère, mais demeurent des étrangères. C'est l'intimité sans familiarité. Ici, c'est une phrase assez intéressante à mon avis. Et comme je disais tout au début, un aspect important ou intéressant à mon avis
à propos de ces romans, c'est justement ce que j'ai appelé tout à l'heure une lutte de classe mise à jour, n'est-ce pas? Parce que les nounous, ça existe depuis longtemps, mais on ne parlait pas avant, comme on parle aujourd'hui, des précarités du travail. Et on peut placer ces femmes-là, je dis les femmes parce que la plupart des nounous, ce sont des femmes. Donc, encore, vous voyez encore un aspect social important, une espèce de division du travail par rapport au genre. Et vous voyez comment on peut retirer certaines discussions intéressantes. Ça renforce par exemple l'idée du lieu d'affection comme réservé aux femmes, comme si c'était en quelque sorte un privilège féminin ou un privilège des femmes, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle la plupart de nounous, ce sont des femmes. Et donc, la place des nounous est également sondée. Ces femmes assument le rôle de mère, mais vous voyez comment c'est un rôle hyper délicat, ces rôles de la nounou, comme on va voir assez souvent, ce sont des femmes qui assument la position de mère sans être mère de certains enfants. Et le cas de Louise, par exemple, de ne pas pouvoir donner le même genre de traitement ou de soins à sa propre fille. C'est-à-dire, nous avons ici une classe de femmes qui doivent s'occuper des enfants des autres et qui laissent en quelque sorte abandonner ses propres enfants. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose ici qu'elle apporte, Suzanne Gervais, intéressante, qu'on va voir ces lieux, cet endroit d'intimité, parce que la nounou entre dans la vie de la famille, elle entre dans la maison de la famille, donc elle entre dans l'intimité de la famille, mais sans la familiarité. Ici, familiarité, c'est en quelque sorte ambigu, justement parce que j'imagine qu'elle a voulu dire que familiarité, c'est sans être de la famille, n'est-ce pas? Mais la familiarité comme avoir être familier à quelque chose, n'est-ce pas? Avoir une certaine affinité. Voilà. J'avance ici. Est-ce que vous avez des questions ou pas encore? Parce que sinon, je parle. Non. D'accord. Mais c'est clair? Ça va? Ah oui. D'accord. Donc, voilà. Peut-être ça, c'est pas très important pour aujourd'hui. Oui, non, c'est important aussi. Il l'emmène, la nounou, en vacances, il la garde pour dîner, ils en disposent et à aucun moment, il ne lui laisse la possibilité d'émettre une opinion. Donc, c'est une présence, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il s'agit d'une présence sans, pas sans subjectivité, mais sans une présence sans ouais, je vais dire sans subjectivité, mais c'est pas le bon mot. Une présence sans, ouais, d'accord, sans opinion, mais c'est pas ça que je voulais dire. Euh,
Non, c'est pas, je ne veux pas traduire comme lieu de parole, euh, qui n'est pas à part entière. Ça, c'est une présence absente en quelque sorte. D'accord? Euh, Elle est présente quand il convient, mais elle doit être invisible ou absente quand il convient, n'est-ce pas? Et donc, c'est un statut de relations humaines assez compliqué parce que, en revenant à la page précédente, cette idée de l'intimité sans familiarité, ça nous met ces genres, comme si l'intimité, une fois dans l'intimité, on pense qu'il fallait avoir l'espace d'émettre ses propres opinions. Ses propres opinions, là, ce n'est pas dans les sens politique, ses opinions sur les gouvernants, sur les mœurs, c'est pas ça, mais on peut réduire à l'émission d'opinion par rapport à, à l'éducation des enfants. Vous voyez comment c'est compliqué, cet espace d'intimité sans familiarité de quelqu'un qui n'appartient pas à la famille, mais qui vient d'une autre formation culturelle, intellectuelle, qui a ses propres opinions par rapport à l'éducation de l'enfant, mais parfois ces opinions peuvent être conflictueuses par rapport aux opinions des parents. D'accord? Et parfois, non. Parfois, je ne dis pas parfois, mais peut-être assez souvent. Ils partent skier sans elle, elle s'installe chez eux clandestinement. C'est plus ou moins cette espèce d'occupation que Louise va faire chez le couple, n'est-ce pas? Myriam et Paul. Donc, voilà. Et une autre chose intéressante ici, oui, les faits divers regorgent des drames sur ces vies minuscules, celles des domestiques et d'employés qui un jour laissent exploser une violence pulsionnelle. La question ici, je mets en relief l'idée de faits divers, d'accord? Et je vais entrer dans une explication sur la motivation ou, si vous préférez, l'inspiration, ou le contraire, l'inspiration, si vous préférez, la motivation euh, du roman. Vous connaissez l'idée de faits divers, ouais? Oui? Je mets ici dans mon dictionnaire faits divers. Nouvelles de peu d'importance dans un journal. On peut rester avec cette définition de faits divers. Je répète, nouvelles de peu d'importance dans un journal. Moi, je dirais que les faits divers, ce sont de nouvelles assez de caractère général qui ont eu lieu dans les quotidiens de la société. Par exemple, pour vous donner un fait divers hyper banal de mon enfance. Moi, je suis né à Bom Despacho, dans le Minas Gerais, et mon père, il vient de Paracatu, qui n'est pas loin d'ici, de Brasília. Et une fois, on allait chez des gens de la famille rendre visite à des gens de la famille à Paracatu. Et on était dans la voiture, on arrivait à Paracatu, et mon père nous a réveillés. Et il a mis la radio dans une radio locale pour nous faire écouter les nouvelles de sa grande ville natale. C'est comme il disait. Et tout de suite, la nouvelle qu'on a écoutée, c'était il y a un quartier à Paracatu qui s'appelle Paracatuzinho,
Le locuteur, il a dit aux propriétaires des voitures dans le Paracatuzini de faire attention aux voitures, de ne pas laisser la fenêtre ouverte parce qu'il y avait un cheval qui mangeait les fauteuils des voitures. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas trop d'importance, qui appartient au quotidien de la ville. Juste pour finir l'anecdote, on s'est bien moqué de mon père parce qu'il nous a réveillés pour écouter les nouvelles de sa grande ville. Et en fait, la nouvelle qui est venue, c'était un cheval qui mangeait les fauteuils de voiture dans un certain quartier de la ville. Donc, l'idée, c'est celle-là de choses pas très... Patrice, tu es née à Paracatu aussi. Et voilà. Et oui, c'était tellement intéressant que j'ai gardé ces souvenirs d'enfance. Je crois qu'à l'époque, j'avais, je ne sais pas, 10 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, pourquoi je m'arrête à cette idée du fait divers, surtout par rapport au roman, parce que pour ne pas faire un détour trop long, assez souvent, surtout à partir du romantisme, l'idée du génie littéraire qui est capable de s'inspirer à partir de soi-même, de cette force d'inspiration qui pousse à écrire, et les idées viennent, les sentiments sont évoqués, tout ça. On sait que assez souvent, comme le disait Carlos Drummond, il y a plus de transpiration que d'inspiration dans l'acte d'écrire, n'est-ce pas? Et donc, assez souvent, on pense que, et là, je vous rappelle l'idée de poétique, de règles ou normes qui balisent la production écrite ou l'écriture d'un écrivain. Assez souvent, c'est un fait divers qui sert comme inspiration, comme motivation de l'écriture d'un roman. Et pourquoi je le dis? Parce que si on prend l'épopée comme les genres narratifs anciens, ils racontaient normalement la fondation d'une nation, les faits, les phénomènes, ou les faits héroïques d'un certain héros, c'est-à-dire traditionnellement, même les premiers romans chevaleresques, etc., les romans de la cour, on racontait les histoires des gens exemplaires, des gens qui avaient vraiment quelque chose à nous apprendre, à nous rapporter, à nous servir comme expérience de vie, n'est-ce pas? Et peu à peu, surtout dans la modernité, à partir du réalisme, là, je ne vais pas entrer dans... je parle plutôt du contexte de la littérature française. Je ne vais pas généraliser et dire que ça marche un peu partout. Mais c'est-à-dire, à partir du réalisme français, on va commencer à s'inspirer, je vais dire, de petits personnages, c'est-à-dire pas les grands personnages de la société. Ce n'est pas un président, un roi, un prince, n'est-ce pas, un noble, mais on va commencer à s'occuper des petits personnages, je vais les appeler comme ça, pour leur donner un nom. Mais c'est-à-dire, peu à peu, ce sont les gens comme nous qui vont entrer dans la scène du roman, qui vont être portraités, qui vont être représentés dans les romans. C'est-à-dire, c'est la vie quotidienne, c'est
la vie des gens, c'est une possibilité c'est une autre possibilité d'identification avec ces personnages. Vous voyez, parce que c'est intéressant, parce que si avant, on produisait une identification avec des grands personnages, cette identification, c'était plutôt dans un sens formateur, dans un sens, je vais dire, on pouvait imiter les actions des grands personnages pour nous élever moralement et nous approcher, nous rapprocher de ces grands personnages. Donc l'identification, elle n'était pas équilibrée, d'accord? Elle était plutôt, cette identification, elle était plutôt une inspiration de ces personnages. C'est-à-dire, si on travaille notre formation intellectuelle, culturelle, etc., un jour, on sera moralement grand comme les grands personnages. D'accord? Et surtout à partir du romantisme, du réalisme dans les romans français, on commence à mettre en scène des personnages quotidiens et l'inspiration pour ces histoires vient des faits divers de la société de manière générale. Pour vous donner deux exemples, ce sont les exemples que je donne assez souvent, c'est l'exemple de Madame Bovary. C'est un fait divers, vraiment, le cas d'une femme au 19e siècle qui a eu des amants. Elle a trompé son mari parce qu'elle n'était pas heureuse avec son mariage. Elle s'est endettée à cause de gaspillage d'argent et s'est suicidée après. Et vous voyez que pour cette inspiration à partir d'un fait divers, on voit que l'histoire elle-même, ou pour le dire autrement, l'écrivain n'a pas besoin d'être original au niveau de l'intrigue. Il peut aller chercher cette intrigue dans les faits divers. N'est-ce pas? Un autre fait divers, c'est un autre roman important inspiré d'un fait divers, c'est Le Rouge et le Noir, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. C'est l'histoire d'un jeune garçon, fils d'un charpentier, d'un carpinteiro, qui n'aimait pas la profession du père, mais il était très intelligent, il apprend les latins avec un prêtre, et il va enseigner les latins aux enfants d'un riche bourgeois, et il va tomber amoureux de la femme de ce riche bourgeois. Et donc, c'est un fait divers aussi. Et certaines aventures qui viennent, qui découlent de ce fait divers, qui sont présentes. Et là, je ne veux pas dire que toute l'histoire a été imitée d'un fait divers. Et comme le dit très bien dans l'interview Leila Slimani, l'inspiration du fait divers, ça sert juste comme point de départ, comme déclencheur. Le reste, c'est la fiction, c'est l'imagination de l'écrivain. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'il y a une structure de base dans les romans qui a été retirée d'un fait divers. Et quel est le fait divers qui a donné origine à Chanson douce? C'est, il y a j'aurais trouvé deux cas. Là, je n'ai pas clairement les informations dans la tête, mais je sais qu'un des cas s'est passé aux États-Unis et l'autre, je ne sais pas si c'est passé en France ou les deux aux États-Unis, je ne me souviens pas très bien. Mais c'est un cas qui ressemble au roman.
c'est-à-dire une nounou qui a tué les enfants. Il me semble que le fait divers, j'ai cette information quelque part. Je peux vérifier après. Je crois qu'elle a, si je ne me trompe pas, elle a réussi à se suicider, contrairement à Louise, la nounou du roman. Mais j'ai retrouvé deux faits divers qui ressemblent à l'histoire. Mais si je ne me trompe pas, Leila Slimani ne cite qu'un de ces deux faits divers comme inspiration. Donc, cela dit, cette possibilité ou cette... c'est une possibilité, mais aussi c'est un lieu commun aussi du roman de s'inspirer de faits divers général. C'est intéressant parce que ça rapproche l'histoire racontée de nos propres vies. Ça nous rend plus facile la possibilité de nous identifier avec certains personnages, avec cette identification contraire à l'autre identification que je vous ai dit tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de cette identification déséquilibrée, c'est-à-dire on s'inspire des personnages plus grands que nous. Et maintenant, nous avons, pas maintenant, mais dans cette tradition romanesque d'inspiration aux faits divers, nous avons cette possibilité de s'identifier avec des personnages à partir d'un degré d'identification plus équilibré, n'est-ce pas? Parce qu'on va dire, ce sont des gens comme nous, n'est-ce pas? Par exemple, voilà l'idée de Madame Bovary. Si on prend un extrait de son histoire, quelqu'un qui s'est marié, elle n'était pas forcément, elle n'était pas amoureuse de Charles, pas forcément amoureuse de Charles, elle a vu dans le mariage la possibilité de changer de vie, mais elle n'a pas retrouvé l'amour comme elle connaissait à partir de la lecture des romans de chevalerie, et elle est allée chercher l'amour avec des amants, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous demander à vous-même, mais je vous demande cet exercice. Pensez à vous-même ou à votre entourage, des gens qui se sont mariés, peut-être par amour ou pas, mais qui se sont mariés quand même, et qui, dans le mariage, parfois, ils ne sont pas allés chercher ailleurs, mais ils ont pensé quand même, ils ont eu le désir d'avoir quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez que cette possibilité d'identification est beaucoup plus proche de nous. J'ai mis ici dans le programme du cours, dans le parcours historique que je vous ai dit que je vais faire, la princesse des Clèves, parce que là je parle des trahisons, et ces romans de la princesse des Clèves, c'est une princesse, le titre le dit, vous voyez, qui se marie par société ou convenance, on va dire, et puis elle tombe amoureuse d'un autre noble. Mais une fois qu'elle est mariée, il y a la morale de l'époque, il y a une morale religieuse aussi, et elle va rester loyale, elle va rester fidèle à son mari, même si elle aime un autre, même si elle est amoureuse d'un autre. Et donc, vous voyez un niveau un niveau moral beaucoup différent
du niveau moral d'Emma Bovary, par exemple. Et je vous laisse conclure quelle morale on a plus répandu dans la société, plus diffusée dans la société aujourd'hui, par exemple, juste pour vous donner un exemple. Et donc, ça, c'était l'idée du fait divers, l'inspiration du fait divers. Je reviens ici dans le texte. Oui, et une autre chose importante au niveau de la discussion qu'on va entretenir à propos de ces romans, c'est cette idée de la violence pulsionnelle qui explose. D'accord? Et ça, c'est intéressant, surtout parce on considère là qu'on est autour d'un personnage commun, une nounou, un personnage n'est-ce pas, quelqu'un on pourrait bien croiser dans les bus, dans les supermarchés, à la boulangerie, dans la rue. On pourrait même s'asseoir à côté et entretenir une conversation, pourquoi pas, pendant qu'on promène les enfants. Et on se pose la question, comment quelqu'un comme Louise, une simple nounou, est capable d'une violence pulsionnelle comme celle-là de tuer des enfants, n'est-ce pas? Et je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce qu'on va revenir à cette idée, d'accord? Mais c'est quelque chose d'intéressant. Comme je disais, le texte est court et nous fait poser des questions et c'est intéressant pour vous préparer à la lecture. Voilà, ses défauts et ses soucis financiers sont priés de rester loin du cocon familial. La dépendance devient toxique. Cette dépendance toxique des parents Myriam et Paul de Louise. Et là, il faut parler peut-être moi, je dirais de cette dépendance toxique par deux biais différents. Un biais de la lutte de classe, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on veut avoir les meilleurs peut-être, je vais dire comme ça, la meilleure remise du travail, des fonctions par le plus petit prix, donc c'est-à-dire qu'on veut payer les moins pour recevoir les plus, mais il y a une dépendance toxique au niveau psychologique aussi, d'accord? Donc, faites attention à ces doubles sens. Social au niveau du travail, de l'exploitation du travail, et de l'autre côté, une dépendance toxique au niveau psychologique. Donc, les couples passent d'une adoration enthousiaste à une antipathie viscérale, sans jamais, par confort, gêne et faiblesse, oser licencier Louise. Et puis, on arrive, et ça c'est plutôt du côté de l'intrigue, je ne vais pas en parler plus. Voilà, dévoilant la densité de ce personnage mystérieux. Et comme je vous ai dit, j'aime bien ces romans pour parler des aspects structuraux du roman, parce que ça nous permet d'analyser cette densité du personnage. N'est-ce pas? Parce que vous voyez, pensez à n'importe quelle telenovela et la figure de la domestique, par exemple. Rarement nous avons un personnage de domestique
avec une profondeur ou une densité psychologique. Parce que assez souvent, ils sont représentés juste dans les services. Ouais. Et donc, je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil dans les livres de la série Principes que j'ai partagé avec vous et penser par exemple à ces genres de personnages denses, psychologiquement parlant, ou des personnages caricaturaux, n'est-ce pas? Parce que la domestique en tant que caricature, c'est un personnage comme ça. C'est quelqu'un... Euh, peut-être il ne faut pas entrer dans les... parler trop du personnage quand on parle de densité ou manque de densité, parce que sinon on peut retomber sur des préjugés aussi et dire qu'une domestique n'a pas de profondeur psychologique, elle s'intéresse à des choses légères, et ce n'est pas le cas. D'accord? Mais un personnage sans densité, peut-être on peut l'analyser plutôt du côté de l'importance donnée à ces personnages dans l'intrigue. Donc, l'intrigue n'accorde pas de densité à certains personnages. Et ici, en fait, l'importance ou une des importances du roman de Leila Slimani, c'est de arriver à donner de la densité psychologique à un personnage socialement, je veux dire, dépourvu ou socialement oublié, socialement invisible. N'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est un de mes grands intérêts pour les romans, mais peut-être pour le récit en général. Et là, il m'est venu à l'esprit les romans par les romans, les documentaires o ônibus 174, c'était le cas du garçon à Rio de Janeiro, qui a pris en otage un bus. Vous vous souvenez de cette histoire? C'était la ligne 174, si je ne me trompe pas. Et les documentaires, il arrive à montrer une densité psychologique, une densité du personnage. J'appelle ici le personnage, mais c'était pas un personnage fictif, c'était un personnage réel. Mais si vous avez regardé ce documentaire, on arrive, par exemple, à reconstruire l'histoire de vie de ce jeune garçon jusqu'au jour où il prend en otage un bus avec ses passagers. Vous voyez, parce que ce qui est intéressant dans les romans, la fiction, etc., et qu'on n'est pas capable de voir dans le journalisme, c'est que dans le journalisme, assez souvent, il manque cette densité. Assez souvent, on met les choses noir sur blanc, n'est-ce pas? Et c'est ça. Et je reviens encore sur un autre aspect structural du roman, que c'est la focalisation du narrateur. Parce que justement, la focalisation du narrateur nous permet d'entrer dans la psychologie du personnage. Et peu importe qui est ce personnage. Il peut être un politicien, un homme d'affaires, une femme d'affaires aussi, ou une nounou. Vous voyez? C'est un peu comme ça, parce que voilà, là nous sommes toujours dans ce contexte de pandémie du coronavirus, et assez souvent, dans le journalisme, ils se souviennent que la pandémie n'est pas seulement la statistique des chiffres, n'est-ce pas? Parce que le journalisme, assez souvent, on ne parle que des chiffres. Chaque jour, dès le début de la pandémie, on parle de la quantité
des morts par jour, par semaine, au total, etc. Hier, par exemple, j'ai vu sur Folha de São Paulo, il y avait un reportage sur les histoires des gens qui... c'était pas sur les gens qui sont décédés, mais sur les gens qui ont perdu leurs proches par la pandémie. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est une tentative du journalisme de entrer dans cette densité des personnages qui sont assez souvent représentés à partir de la statistique, des chiffres. D'accord? Encore, voyons ici, avant de terminer cette partie, voilà. Donc, elle, Louise, la nounou, croit faire partie de la famille, elle n'est qu'une employée. Et ça, c'est encore un aspect de ces statuts problématiques de la nounou. Comme nous avons vu précédemment dans le texte, l'intimité sans familiarité, n'est-ce pas? Et ici, de faire partie, de penser, de croire faire partie de la famille, mais n'être qu'une employée. Et la question, c'est le jour où un événement particulier va la faire, ou des événements, pensons comme ça, vont la faire penser ou se souvenir qu'elle n'est pas de la famille, qu'elle n'appartient pas à la famille. D'accord? Et donc ici, c'est un côté plutôt, ce dernier paragraphe, plutôt sur la forme de l'écriture de Leila Slimani. Comme je vous ai dit, il s'agit d'un article de critique journalistique, donc on donne assez souvent ce jugement formel ou esthétique de l'œuvre. Donc, large détail pertinent et la construction par petites touches des personnages terriblement crédibles caractérise la plume de Leila Slimani. Less is more, dialogue, description, introspection, rien n'est en trop. Tout est distillé avec parcimonie. Louise conserve son terrible mystère. Et peut-être ce less is more, on peut penser comme peut-être une influence de la formation journalistique de Leila Slimani. N'est-ce pas? Assez souvent dans le journalisme, nous avons ce style sobre, neutre, objectif, n'est-ce pas? On verra après que Houellebecq et Annie Ernaux, ou avec Houellebecq et Annie Ernaux, on n'aura pas ce même style objectif. D'accord? Donc, ça, c'était cette partie-là sur ce petit texte. Je l'ai mis dans le fichier, je le répète encore une fois. Et donc, je voudrais entrer dans ces 10 minutes finales du cours, de commencer la lecture du roman avec vous, de cette introduction du roman, en fait, pour lire et commenter ensemble. Est-ce que vous avez des questions avant d'entrer dans cette lecture ici? Je crois que vous êtes encore un petit peu somnolent et donc je comble votre silence en parlant sans arrêt. D'accord. Donc, je ne sais pas, comme aujourd'hui, il n'y a que Alexandre qui m'a dit qu'il a lu le roman tout entier. Je ne sais pas si vous avez commencé à le lire. Donc, je vous demande d'avancer dans cette lecture
Euh, oui, d'accord, juste un peu cette fois, n'est-ce pas, Daniel? Euh, et donc, euh, ouais, c'est ça, je vous encourage à commencer à le lire ou à le lire tout entier rapidement, parce que comme j'avais prévu, je crois que nous avons 3 ou 4 semaines pour la discussion de ce roman. Euh, et voilà, il faut le lire rapidement. N'oubliez pas que à la fin mars, le 25, on fera un séminaire sur les livres de la dissertation. D'accord? J'imagine que ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez déjà choisi vos livres, votre livre euh, de la dissertation. Mais j'ai vu qu'il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas encore choisi. J'hésite à les nommer, mais peut-être il faut le faire euh, pendant la semaine. Je vais le faire pendant la semaine. Mais sinon, c'est ça, on commence ici la lecture du roman, juste une lecture commentée du premier paragraphe pour profiter ces 10 dernières minutes. Donc, nous avons ici le roman. Le bébé est mort. Il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché dans une housse grise et on a fait glisser la fermeture éclair sur le corps désarticulé qui flottait au milieu des jouets. La petite, elle, était encore vivante quand les secours sont arrivés. Elle s'est battue comme un fauve. On a retrouvé des traces de lutte, des morceaux de peau sous ses ongles mous. Dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital, elle était agitée, secouée de convulsions. Les yeux exorbités, elle semblait chercher de l'air. Sa gorge s'était emplie de sang, ses poumons étaient perforés et sa tête avait violemment heurté la commode bleue. Donc, vous voyez le premier paragraphe. C'est assez dur à lire. En fait, là, c'est parce que aussi, je ne sais pas si vous avez commencé à le lire, j'avance un peu dans la perception. Parce que si on considère que ce paragraphe, nous avons une scène d'introduction violente, forte, mais on ne sait pas très bien ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Et donc, on fait toujours cette comparaison de le bébé est mort avec aujourd'hui maman est morte. C'est la phrase d'ouverture de L'étranger de Albert Camus, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le style suit plus ou moins les phrases courtes, directes, presque dans l'ordre sujet, verbe, complément. Le bébé est mort, il a suffi de quelques secondes. Le médecin a assuré qu'il n'avait pas souffert. On l'a couché. Et deuxième paragraphe, je zoome encore. On a photographié la scène du crime. La police a relevé des empreintes et mesuré la superficie de la salle de bain et de la chambre d'enfant. Au sol, les tapis de princesse étaient imbibés de sang. La table allongée était à moitié renversée. Les jouets ont été emportés dans des sacs transparents et mis sous scellés. Même la commode bleue servira au procès. La mère était en état de choc. Donc, ici, je suis encore un peu plus. C'est ce qu'ont dit les pompiers, c'est qu'ont répété les policiers, c'est qu'ont écrit les journalistes. En entrant dans la chambre où gisaient les enfants, elle a poussé un cri,
un cri des profondeurs, un hurlement de louve. Les murs en ont tremblé. La nuit s'est abattue sur cette journée de mai. Elle a vomi et la police l'a découverte ainsi, ses vêtements souillés, accroupie dans la chambre, hoquetant comme une forcenée. Elle a hurlé à s'en déchirer les poumons. L'ambulancier a fait un signe discret de la tête. Ils l'ont relevé malgré sa résistance, ses coups de pied. Ils l'ont soulevé lentement et la jeune interne du SAMU lui a administré un calmant. C'était son premier mois de stage. Et donc, je me suis arrêté dans la lecture parce que c'est dur parfois de lire, surtout à voix haute. On entre un peu plus dans la lecture. Et comme je disais, on dit que l'écriture de Leila Slimani n'est pas très psychologique, mais elle décrit tellement bien la scène et surtout cette partie du cri de la mère ayant retrouvé les enfants morts. Comme je disais, c'est violent, c'est fort, c'est dur, c'est d'un impact, c'est une façon de commencer le livre avec un impact. Et comme elle dit dans l'interview que je vous ai demandé de regarder, c'est une des questions que je vous ai posées à partir de cette lecture aussi. Quel était son objectif de commencer les romans à partir de cette scène? Parce que d'une certaine façon, ce qu'elle voulait, ce n'était pas de faire un thriller comme Suzanne Gervais, l'autre texte, disait, un presque thriller, parce que l'idée ici, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer. On sait déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? La question, c'est mettre en relief les jours de cette famille, de la nounou, des enfants, des parents, et comme on a vu dans notre texte aussi, cette dépendance toxique qui va s'établir entre la nounou et les parents, n'est-ce pas? Parce que la dépendance toxique, elle est mutuelle dans ces cas, comme on verra, n'est-ce pas? Elle est toxique des deux côtés. La nounou ne veut pas quitter la maison et les parents dépendent de cette nounou. Ils ne la veulent plus, mais ils n'arrivent pas à la licencier non plus. On continue. Je suis ici. Oui, ça va. L'autre aussi, il a fallu la sauver avec autant, l'autre aussi, il a fallu la sauver avec autant de professionnalisme, avec objectivité. Elle n'a pas su mourir. La mort, elle n'a su que la donner. Elle s'est sectionné les deux poignets et s'est planté le couteau dans sa gorge. Elle a perdu connaissance au pied du lit à barreaux. Ils l'ont redressé, ils ont pris son pouls, son pulse et sa tension. Ils l'ont installé sur le brancard et la jeune stagiaire a tenu la main appuyée sur son cou. Donc ici, nous avons la description de la nounou, de Louise. Et on voit déjà dès le début, ou pas dès le début, mais cette description initiale, on ne la nomme pas. On fait référence à elle comme l'autre. D'accord? Les voisins, voilà. Les voisins se sont réunis en bas de l'immeuble. Il y a surtout des femmes. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants à l'école.
Elle regarde l'ambulance, les yeux gonflés de larmes. Elle pleure et elle veut le savoir. Elle se met sur la pointe des pieds, essaye de distinguer ce qui se passe derrière les cordons de police à l'intérieur de l'ambulance qui démarre toutes sirènes hurlantes. Elle se murmure des informations à l'oreille. Déjà, la rumeur court. Il est arrivé malheur aux enfants. C'est un bel immeuble de la rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement, assez souvent on dit arrondissement de Paris, dans le 10e arrondissement. Un immeuble où les voisins s'adressent sans se connaître des bonjours chaleureux. L'appartement des Massé se trouve au 5e étage. C'est le plus petit appartement de la résidence. Paul et Myriam ont fait monter une cloison au milieu du salon à la naissance de leur second enfant. Ils dorment dans une pièce exiguë entre la cuisine et la fenêtre qui donne sur la rue. Myriam aime les meubles chinés et les tapis berbères. Au mur, elle a accroché des estampes japonaises. Donc, vous voyez que ici, je vais finir la lecture de cette partie, mais vous voyez que on commence à entrer dans les décors, dans l'espace de ce roman, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est rentrée plus tôt. Elle a écourté une réunion et reporté à demain l'étude d'un dossier. Assise sur le strapontin, dans la rame de la ligne 7, elle se disait qu'elle ferait une surprise aux enfants. En arrivant, elle s'est arrêtée à la boulangerie. Elle a acheté une baguette, un dessert pour les petits et un cake à l'orange pour la nounou. C'est son favori. Elle pensait les emmener au manège. Ils iraient ensemble faire les courses pour le dîner. Mila réclamait un jouet. Adam sucerait un quillon de pain dans la poussesse. Adam est mort, Mila va succomber. Et ça finit la première séquence, la première scène du roman. Donc, vous voyez que nous avons d'abord, dans cette séquence initiale du roman, le fait de retrouver les enfants, Adam déjà mort et Mila en voie de succomber, un peu la scène du crime, la mère en état de choc quand elle a retrouvé la scène. On parle de l'état de la nounou, comme elle a été retrouvée, et on commence, et vous voyez que c'est presque la caméra d'un film, n'est-ce pas? Je reviens ici, comme si on avait zoomé le bébé Adam rencontré, une panoramique de la scène du crime. La mère, on peut faire un flashback, pas vraiment un flashback parce que ce n'est pas de la mémoire, mais on peut revenir en arrière et montrer le cri, le choc de la mère. On revient au moment présent de comment la nounou a été retrouvée. On sort de cet espace ferme, de l'espace de la maison, vers on va dire l'entrée de l'immeuble où les voisins regardent ce qui se passe. On montre la rue, le 10e arrondissement, etc. Et puis, il y a une conjecture. Ce qui était prévu pour ce jour-là et qui n'est pas arrivé. N'est-ce pas? C'est en fait, il y a encore un recul dans les temps, ici dans ce avant-dernier paragraphe. Aujourd'hui, elle est rentrée plus tôt, c'est Myriam, la mère. Elle a écourté une réunion, donc c'est son chemin de retour à la maison après le travail.
ce qu'elle a fait avant d'entrer dans la maison, c'est-à-dire passer à la boulangerie, acheter la baguette, le dessert, etc. Et ce qu'elle avait prévu, de emmener les enfants au manège, de faire les courses pour le dîner, mais Adam est mort et Mila va bientôt succomber. Et ici, on finit cette scène d'ouverture de ces romans. D'accord? Donc, c'est ça. On s'arrête là. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc, pour jeudi, je vais vous apporter encore des éléments structuraux du roman de Barthes, mais je vais entrer aussi dans l'interview, je vous montre ici. C'est ce livre-là, Comment j'écris. Ça, c'est une petite collection d'interviews. Je ne sais pas si l'intervieweur est un éditeur, mais ce texte-là, il est déjà disponible sur Teams. Et donc, c'est une interview dans laquelle il va poser, Eric Fotorino va poser des questions à Leila Slimani sur sa production littéraire, ses opinions, etc. Et je vais partir de quelques considérations de l'écrivaine, mais on va avancer dans l'analyse de l'œuvre. D'accord? Donc, je vous demande, si vous n'avez pas encore commencé, essayez de le faire au plus vite. Parce que là, on entre dans les débats. Et comme ça, je continue aussi la croisade théorique sur les romans, mais je vais faire au fur et à mesure et combiner, plus ou moins expliquer et illustrer avec le roman qu'on débat. D'accord? Parce que il y a d'autres aspects à observer ou à débattre sur les romans qui ne seront pas présents dans ces romans. Donc, il faudra attendre la discussion des autres romans pour entrer dans ces aspects comme la question de l'autobiographie, les récits en première personne, etc. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, et je vous demande de prendre un café avant le cours à jeudi et de participer un peu plus. D'accord? D'accord, professeur. Merci. J'arrête là l'enregistrement. C'est quoi ça? Oui, je finis là. Voilà. Le partage d'écran aussi. Et c'est fini